Alors comme vous le savez, deux expertises historiques à la française, et l'immobilier et l'obligataire. Donc bien évidemment les deux. Eh bien, je ne vais pas forcément être très original, mais je dirais les deux, c'est-à-dire rendement global 2028 pour profiter de la duration et crédit innovation pour bénéficier de la convexité, de la baisse des taux d'intérêt. Eh bien, deux défis. Le premier, c'est étoffer notre gamme de produits, notamment de nos fonds à échéance, en espérant que le crédit continue sur cette lancée en 2024. Et puis, évidemment, un partenariat stratégique avec Norcia qu'on espère fructueux sur cette année. Côté immobilier à la française, une année faite effectivement de défis. Côté société civile, SC, apporter la réassurance qu'attendent les partenaires. Et vous le verrez notamment sur Multimo, on a des choses à vous expliquer et à vous raconter pour vous donner un peu de perspective. Et sur les SCPI, des thématiques qui nous semblent être en ligne avec les attentes de vos clients. La thématique santé avec le fonds LF Avenir Santé. Et puis bien évidemment la thématique LF Opportunité Immo qui surfe sur la logistique en France et en Europe. Comme à notre habitude, nous allons vous rappeler quelques notions fondamentales liées à la profession de CGP. Par définition jurisprudentielle, le devoir de conseil met des obligations à la charge des personnes considérées comme des professionnels dans leur domaine, des obligations accessoires au contrat qui les lient à leurs clients. À la différence de l'obligation d'information, le conseil implique une incitation, une recommandation, une orientation de choix, une préconisation de la solution la plus adaptée aux besoins exprimés par le client. Ainsi, le fondement du devoir de conseil, c'est le caractère profane du client face aux professionnels considérés comme éclairés. Il comprend une obligation de loyauté, de transparence et de bonne foi du professionnel envers le client, et ce pendant toute la relation d'affaires. Mais alors, le devoir de conseil concerne tous les professionnels? Oui, bien sûr. Et il s'applique en particulier aux professions intellectuelles et savantes, telles que les avocats, les notaires, les banquiers, les architectes, les experts comptables ou les conseillers en gestion de patrimoine, qui, eux, surtout, doivent protéger leurs clients sur le plan juridique, car leur travail est justement de conseiller les gens. Plus généralement, le CGP est considéré comme le chef d'orchestre ou le médecin de famille du patrimoine des épargnants. Un médecin de famille, ok, mais généraliste ou spécialiste? C'est un métier transverse qui nécessite des compétences multiples dans de nombreux domaines. C'est l'agrégation de compétences multiples. La fiscalité, le droit de la famille, le droit commercial, immobilier, comptabilité, finance, assurance vie ou de personnes. Autant de domaines que nul ne peut pourtant maîtriser seul. Tu veux dire que c'est là que l'interprofessionnalité entre en scène? Oui, en effet. Afin de respecter ses obligations d'information de devoir de conseil, le conseiller en gestion de patrimoine peut également s'appuyer sur les autres conseils du client, tels que les agents immobiliers ou les professionnels du conseil aux entreprises, notamment dans le domaine de la FUSAC. Le notaire est incontournable pour différents actes en matière de gestion de patrimoine. Les experts comptables également. Et enfin, les avocats dans le cadre de dossiers de cession d'entreprise plus particulièrement. Toujours est-il que dans l'intérêt de leurs clients communs, ces différents professionnels se doivent de collaborer en bonne intelligence. D'ailleurs, nous constatons depuis plusieurs années des collaborations étroites entre ces différentes professions complémentaires. À force de synergie, le client doit-il craindre un conseil pouvant s'éloigner de ses intérêts propres au profit de ses professionnels? Non, mais il est nécessaire et indispensable de délimiter le champ d'action de chacun des professionnels en fonction de ses compétences et dans le respect d'une certaine éthique. En tant que généraliste du patrimoine, le CGP peut faire figure de coordinateur par ses compétences pluridisciplinaires lorsque divers conseils sont sollicités. Il doit donc mettre en avant sa capacité à pouvoir correspondre avec chaque typologie d'intervenants et de les adapter à la volonté de son client, qui reste la préoccupation première de tout conseil. En somme, c'est un chef d'orchestre qui prend la baguette pour jouer la partition en harmonie. Oui, et finalement, l'attente des régulateurs est que vous fassiez œuvre de pédagogie auprès des clients. Et ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ils reconnaissent ainsi votre expertise et votre capacité à la transmettre et à la retranscrire. C'est aussi tout le fondement de l'existence de Norcia, qui vous permet d'avoir accès à des expertises, l'ingénierie patrimoniale, l'ingénierie financière, la conformité, à votre service pour vous aider à conseiller vos clients. L'interprofessionnalité est donc l'essence même de nos métiers. Les différentes expertises doivent s'agréger et s'unir afin de délivrer un conseil toujours plus adéquat aux clients.
Retour sur le plateau, on va parler d'obligataire maintenant, Et oui. ce qui est important. On a parlé produits structurés, on a parlé immobilier. Je pense que tu as appris plein de choses et ceux qui nous regardent aussi. Nouveau monde obligataire, quels défis et quelles opportunités? Je suis sûr que vous brûlez d'avoir une réponse à cette question. Pour en parler, Clément Simard et Julien Kistrebert qui nous rejoignent sur ce plateau. Merci messieurs d'être là sous les applaudissements de la foule. Pourquoi ce thème, Philippe? Et puis ensuite, on vous laisse largement la parole. L'obligataire, c'est le retour en force de cette classe d'actifs sur 2023. On avait complètement oublié que ça pouvait exister d'ailleurs, un peu comme le monétaire. Donc c'est de deux sujets qui reviennent et on aura deux manières de l'aborder, sur investissement en direct ou au travers, vue d'une compagnie d'assurance. On avait oublié que ça existait carrément? Presque. À ce point, presque. D'accord. Alors, lancement du sondage tout de suite, messieurs, il vous intéressera. J'en suis sûr. Quel indicateur macroéconomique guidera selon vous le plus vos choix en matière de construction d'allocations cette année? Le début des baisses de taux directeurs, on a commencé à en parler tout à l'heure. La baisse de l'inflation, elle est marquée ces derniers temps. L'entrée en récession de certains pays développés. Le résultat des élections dans certains pays. Je rappelle qu'il y a 70 scrutins majeurs sur la planète dans l'année qui vient. 4 milliards de personnes qui sont appelées à aller voter. D'ailleurs, nous tous le sommes pour les européennes, mais il y a les États-Unis, il y a l'Inde, évidemment, il y a Taïwan. Enfin, il y a des scrutins qui sont extrêmement importants. Alors, pour débattre, deux épreuves vous attendent. On va commencer par le top chrono. Vous connaissez maintenant le principe. Quelle projection pour 2024 sur le marché obligataire? On commence avec vous, Clément. Top chrono. Eh ben, sur le marché obligataire, effectivement, donc on a redécouvert ce marché, le marché qui a été très volatile. De notre côté, alors faire des prévisions 2024, c'est compliqué. Déjà 2023, on était un peu loin, puisqu'on pensait que l'OAT finirait à 3%, 3,15 fin d'année, et finalement on est plutôt autour de 55. Donc on voit plutôt, on reste sur notre ligne de 3% environ. 3%. Ouais. Donc c'est mieux, malgré tout. Mais vous êtes prudent, parce que l'an dernier, c'était pas... C'est ça? Ça va vite, c'est ça? C'est allé très vite, et notamment sur la fin de l'année. On pense que les marchés price des baisses de taux très rapides et d'inflation aussi, voilà. Et qui seront peut-être pas là du coup? Ou moins vite, moins marqué. Bon, prudence, si j'entends bien. Allez, 15 secondes. Donc 45 secondes, y compris nos relances. Donc voilà, Julien, même question, même durée, top chrono. Je dirais que le marché obligataire va rester un investissement pertinent sur l'année, avec certainement beaucoup de volatilité, un peu dans la même lignée que Clément. On pense que le marché s'est un peu emballé sur la baisse de l'inflation et la baisse des taux directeurs. On vient de l'avoir il y a quelques minutes, les publications des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont sortis au-dessus des attentes, parce que la croissance américaine est très solide. Donc du côté des États-Unis, on pense que l'inflation va rester un peu plus solide en tout cas que ce que le marché anticipe, et donc des baisses de taux directeurs un peu moins rapides, notamment dans une période électorale. Du côté de l'Europe, c'est un petit peu différent, on a une croissance qui est vraiment atone, mais on voit aussi que le discours des banquiers centraux est vraiment extrêmement prudent sur la rapidité de baisse des taux. Donc baisse des taux courts, oui, moins rapidement que ce que le marché anticipe, et donc on s'attend à un petit rebond des taux longs à court terme, ce qui sera certainement l'opportunité en tout cas pour se positionner. Bon, presque une minute pile, donc bravo, merci. Regardez cette image, c'est notre conférencier du jour qui arrive dans les locaux de TF1. Vous le reconnaissez si vous aimez la politique ou le monde numérique. Cédric O, ancien secrétaire d'État à la transition numérique. Il va venir nous parler de beaucoup de choses, peut-être un tout petit peu de politique d'ailleurs. La période y est assez propice. Et puis il va surtout nous parler d'intelligence artificielle. Et ça promet une grosse demi-heure avec lui qui sera particulièrement intéressante. On vous retrouve pour la deuxième partie du débat, la battle, dans un instant, juste après une petite page de pub. Alors, je ne choisirai pas car l'un va en général avec l'autre. Pour autant, l'année 2023 a marqué le grand retour du fonds en euros avec des politiques de rendement pouvant aller au-delà de 5% brut. La gestion sous mandat, car c'est l'ADN de notre compagnie. Et nous avons d'ailleurs lancé en 2023 le multimandat, c'est-à-dire la possibilité de combiner plusieurs mandats dans un contrat d'assurance vie. Nous acceptons tout type de personnes morales, donc je les prends toutes, les deux, elles sont éligibles à nos contrats de capitalisation.
Comme vous le savez, en 2024, Norcia va fêter ses 30 ans et ça sera également les 30 ans de notre partenariat car nous étions l'assureur à l'origine de Norcia. Notre défi 2024 sera de revenir l'assureur de référence de Norcia et de ses partenaires CGP. Pour ce faire, nous disposons d'une offre complète et digitalisée de contrats d'assurance vie et de capitalisation en France et au Luxembourg, ainsi qu'un pair qui est regroupé au sein de la gamme Enedia. Ce sont des contrats qui donnent un accès sans limite aux unités de compte de type OPCVM, structuré, support immobilier, support de private equity, gestion profilée, gestion sous mandat, feed et face multiligne au Luxembourg. Par ailleurs, nous avons mis en place avec Norcia une politique de bonus de 2% brut en 2024 et 2025 pour toutes les souscriptions jusqu'à 300 000 € sans condition d'UC. Enfin, nous disposons toujours de l'avance patrimoniale qui permet de faire facilement du levier en assurance vie et des solutions de transformation pacte pour transformer un ancien contrat en nouveau contrat et accéder à toutes ces possibilités. C'est l'heure de la battle sur l'obligataire et c'est toi qui lance le match, mon cher Philippe. Et là, on a une belle bataille. Ouais. Parce qu'entre fonds euros, avec les bonus sur de rentabilité, on peut le dire quand même, et les obligataires datés, c'est de savoir sur quoi j'investis. Qui commence? Clément, peut-être? Bon, je vais défendre le ne fonds vous battez euro. pas. Eh oui. On ne va pas se battre tout de suite. Non. Alors, c'est vrai que le fonds euro pourrait avoir la perception qu'on part avec un handicap, puisqu'il y a de l'inertie dans les taux servis. On a connu de nombreuses années de taux bas et aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure avec le graphique des taux 10 ans français. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, donc peut-être pas forcément très sexy d'un point de vue taux de rendement à l'affichage, mais il faut quand même garder en tête que ce n'est pas forcément la même qualité de crédit, le même risque sous-jacent entre un fonds euro et un fonds daté. Dans la mesure où, sur un fonds daté, je te laisserai développer, mais on va être sur un portefeuille obligataire avec les risques qu'il comporte, sur des notations triple B. Sur un fonds euro, on est sur quelque chose de quand même très granulaire, avec les fonds propres de l'assureur, avec les réserves accumulées. Et on peut dire que le risque, il est sur l'émetteur qui est l'assureur, peut-être? Il est sur l'émetteur qui est l'assureur, avec quelque part un rang un statut privilégié par rapport aux actifs détenus par l'assureur. Alors, j'ai une question bête, mais est-ce qu'un assureur aujourd'hui peut déposer le bilan avec Solvency II? Alors, c'est une bonne question. Solvency II, juste pour rappeler un peu le concept, c'est le régulateur nous impose d'avoir un certain niveau de fonds propres pour faire face à des difficultés. C'est calibré pour les matheux, c'est une VaR à 99,5%. Ça veut dire se prémunir contre un choc comme il s'en passe tous les 200 ans. Voilà. Ouais, mais c'est le signe noir, ça peut toujours arriver, quoi. Ça peut toujours arriver, effectivement. On parlera d'Eurovita tout à l'heure. Donc, par exemple, pour le groupe H2R mondial, je me permets, aujourd'hui, le ratio il est de 1,8. Donc, on a 1,8 fois le niveau de fonds propres minimum pour résister à un choc comme il s'en passe tous les 200 ans. Donc ça, c'est le premier point. Après, donc, en cas qu'est-ce qui s'est passé? On a vu en Italie aujourd'hui un acteur, cette année, qui a eu des difficultés, notamment sur un environnement de rachat qui était sportif. Et justement, Solvency II choc, en plus, amplifie ces chocs de rachat dans les simulations. Et c'est pour ça que l'assureur se retrouve en difficulté. L'actionnaire n'a pas pu remettre de fonds propres. Néanmoins, la liquidation d'ailleurs, l'entité n'a pas été vraiment liquidée et on a trouvé une solution de place avec les autres assureurs qui ont permis de reprendre l'entité et, à ma connaissance, aucun assuré n'a été lésé, quoi. Bon, Julien. Julien, t'achètes du fonds euro? Le fonds euro, bien sûr, il a toute sa place dans une allocation, c'est évident. Alors, moi, ce n'est pas mon cas, parce que je ne fais pas cette partie-là, je suis plutôt sur les sujets de gestion sous mandat, donc plutôt la partie UC, mais clairement, ça a du sens, et je dirais comme l'ensemble des classes d'actifs, comme toujours, comme tout bon allocataire, la diversification, c'est le maître mot, parce qu'il n'y a pas de produit miracle, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Pour revenir sur la partie obligataire, qui est le sujet qui me concerne, en l'occurrence, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que, en tout cas dès l'année dernière, on s'est retrouvé dans un environnement de taux qu'on n'avait pas connu depuis une dizaine d'années en termes de taux sans risque, avec la crise sur la dette européenne. Et c'est vrai que tout ça, c'est la conséquence toute simple du Covid, des politiques monétaires très expansionnistes qui ont été mises en place, plus des chocs exogènes, bien sûr, mais surtout cette politique monétaire très expansionniste qui a créé cette inflation. Et l'obligation, finalement, pour les banquiers centraux qui, jusqu'à dernièrement, avaient ouvert les vannes en grand, de revenir un petit peu en arrière.
connaissez l'expression, hein, l'inflation, c'est comme le dentifrice, c'est la pâte du dentifrice, c'est facile de le faire sortir du tube, c'est très difficile de le faire rentrer. Et donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui tout ce débat sur la vitesse avec laquelle on va rebaisser les taux, parce qu'on voit la croissance qui ralentit, donc tous les investisseurs qui avaient l'habitude de voir ces taux extrêmement bas se retrouvent dans des situations difficiles, donc, et notamment pour ce secteur immobilier qui, lui, a très envie que les taux rebaissent très très vite. Voilà. Pourquoi ça a du sens? Parce qu'on a eu donc ces spreads de crédit qui sont beaucoup écartés. Ils ont rebaissé aujourd'hui, donc on est revenu sur quelque chose de plus normal. Des taux sans risque qui ont bien monté, même s'ils ont rebaissé dernièrement. Comme je vous disais, je pense qu'ils vont rebondir un petit peu à court terme. Et là, ce sera vraiment le moment d'y aller. Et donc, on embarque du rendement pour les prochaines années de manière assez substantielle. Alors, ça dépend du risque de crédit, évidemment. Sur du high yield, on peut aller chercher du 6, 7, voire plus si on a des signatures plus dégradées. Donc là, c'est des rendements bruts, hein. Donc c'est des rendements qui sont assez significatifs. Et puis je dirais que la grande différence avec le fonds euro dont Clément parlait, c'est cet effet d'inertie et de lissage. C'est-à-dire que si vous avez une baisse de taux très rapide, ça va se voir beaucoup plus vite dans la performance des fonds obligataires. Vous avez beaucoup de fonds obligataires qui, l'année dernière, ont fait des performances à 2 chiffres, alors que le rendement embarqué n'était pas à 2 chiffres. Pourquoi? Parce que les taux ont baissé. On rappelle l'obligation, 2 moteurs, le coupon, évidemment, et l'évolution des taux. Et sur le risque, évidemment, les taux de défaut. Bon, alors, c'est quand même une battle, messieurs. Tout ce que vous dites est extrêmement brillant, hein, je ne le conteste pas. Mais il y avait une question. Fonds obligataire daté versus fonds euro, qui remporte le match? J'ai pas eu le sentiment que vous nous donniez une réponse extrêmement tranchée, mais je suis sûr que vous allez le faire. Je dirais que Clément, pourquoi offrir des bonus aujourd'hui, justement? alors, Est-ce que c'est pour gagner la bataille ou est-ce qu'il y a un autre intérêt? pour essayer de se mettre au niveau des... Non, alors pourquoi les bonus? Effectivement, c'est une stratégie qui est mise en œuvre et qui peut interpeller. On est dans un environnement où, effectivement, nous, assureurs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, on a connu un environnement très difficile, de taux bas pendant longtemps, avec une remontée brutale des taux d'intérêt, donc vraiment le pire scénario qu'on pourrait imaginer. Et clairement, comme tu le disais, il y a de l'inertie sur un fonds en euros, et donc on a besoin aussi de redrainer de la collecte, hein. Ça fait partie de la stratégie, ça fait partie du pilotage des richesses du groupe, et donc oui, pourquoi pas aller subventionner un petit peu de collecte nouvelle pour à la fois peut-être rendre le produit sexy. Alors ça, on peut se poser des questions, mais finalement ça fait partie des pratiques commerciales aussi que parfois d'avoir une petite incentive. Si l'assureur le fait, c'est un risque calculé, mesuré, bien évidemment. Mais effectivement, on est dans un environnement où on a de l'appétit pour retrouver de la collecte et retrouver des taux d'investissement et re-engranger des rendements attractifs sur la durée. Julien? En 2 mots, moi je pense que c'est la distinction entre les deux, elle est assez simple. Si vous avez des clients qui sont vraiment adverses à la volatilité, évidemment le fonds euro. Par contre, si vous avez des gens qui sont plutôt tactiques et qui veulent profiter de la baisse de taux dans les mois à venir, autant être sur l'obligataire puisque vous allez en bénéficier tout de suite, quitte à aller tout de suite après sur le fonds euro, puisque eux, ils ont gardé des provisions, une partie de cette plus-value pour pouvoir en bénéficier. Mais peut-être qu'il n'y aura plus de bonus sur le fonds euro au moment où il faudra arbitrer. Oui, mais le bonus, il nécessite d'avoir des UC, donc pourquoi pas un fonds daté? Bon, Clément, j'ai vraiment une question pour toi. Oui, rapide. Et très rapide. Il y a des assureurs dont tu fais partie qui offrent des bonus de rentabilité sur les fonds euros. Il y en a qui ne le font pas. Ceux qui ne le font pas disent que vous êtes des fous furieux, que vous allez renverser le monde et que le monde ne ressemblera plus à rien demain. Qu'est-ce que tu leur réponds? Non, c'est une question très difficile. Alors, j'avais jamais entendu, hein. Pourtant, il y en a qui le disent. Mais effectivement, peut-être que certains peuvent s'en émouvoir. Effectivement, sur l'assurance, il y a un grand principe généralement d'équité, hein, de dire, voilà, surtout sur un groupe mutualiste comme le nôtre, où on cherche à apporter la même rémunération à l'ensemble de nos assurés de manière équitable. C'est vrai que ces dernières années, le monde a changé. Déjà, certains se sont retrouvés... on a dû être contraints aussi d'adapter notre politique de rémunération en fonction de la nature d'investissement sur des clients qui pouvaient être opportunistes et venir chercher un peu un placement dans notre trésorerie alors que les taux monétaires étaient négatifs, venir sur le fonds euro. Donc clairement, on a mis soit des contraintes, soit servi des taux plus bas. Des garde-fous. Cette typologie d'investisseurs, des garde-fous, effectivement. Et comme je disais tout à l'heure, hein, si ces mesures d'accompagnement, on parlait aussi des mesures d'accompagnement tout à l'heure sur l'immobilier, ça fait partie aussi de la stratégie, et encore une fois sur des risques qui sont vraiment mesurés. Et je peux vous dire qu'en interne, sur ce genre de politique
de bonus, c'est âprement négocié entre à la fois la partie commerciale et la partie direction des risques qui est un peu très prépondérant. Donc en gros, je suis chez moi, je fais ce que je veux, c'est mon problème. Voilà, c'est comme un commerçant qui casse les prix. Est-ce qu'il casse le marché pour autant? Bon, voilà. Bon, on passe La au défi concurrence, CGP. Tu as ta réponse? J'ai ma réponse. Bon, c'est parfait. Le défi CGP, on se met dans la tête de ceux qui nous regardent. Je vous pose une question très simple. J'ai un client, personne morale, qui est à la recherche de solutions d'investissement, sachant que c'est de la trésorerie d'entreprise moyen long terme. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous préconisez l'un l'autre? Julien, peut-être? Alors nous, ce qu'on préconise, après tout dépend ce qu'on appelle moyen-long terme, mais en tout cas, d'ores et déjà, sur la partie précaution, le court terme fonctionne assez bien, hein, puisqu'on rappelle que les rendements sur des produits, comme chez nous, par exemple, le crédit de short duration, on est autour de 4% net de rendement. Obligataire court terme. Oui, exactement. Donc ça reste des rendements qui sont assez sympathiques et qui sont même supérieurs à beaucoup de comptes à terme aujourd'hui. Donc ça fait du sens. Juste au-dessus de l'inflation maintenant, puisque je crois qu'on est à 3,9. Donc, Voilà, aux États-Unis. Hein. ouais. Bon, en Europe, ça va arriver. On est plus bas. Donc c'est au-dessus. Et donc ça permet en tout cas, sur la partie vraiment à protéger, d'avoir un rendement qui est assez satisfaisant. Et puis pour les gens qui veulent sécuriser des rendements sur le plus long terme, selon le niveau de risque, on peut aller sur l'investment grade, où là on va être plutôt autour de 5%. Sur un Taylor rendement cible, ou plus de 6% sur un Taylor 2028, qui est un fonds à yield daté. Donc voilà, donc, je parle bien de rendement brut à chaque fois. Donc selon son profil de risque, sachant que évidemment, l'avantage de prendre du plus long, c'est que vous vous assurez d'avoir ces coupons tous les ans, enfin d'avoir ce niveau de rendement, plus la cerise sur le gâteau, comme je vous le disais au préalable. Si les taux baissent, vous allez avoir cette plus-value qui va être plus importante, plus rapidement. Clément? Alors, moi, de mon point de vue, si on replace bien la question telle qu'elle était posée, on est bien sur un horizon moyen-long terme. Effectivement, l'assureur n'aura absolument pas d'appétit sur de la trésorerie dite court terme. Et c'est bien pour ça aussi qu'il y a des mécanismes, bien souvent, c'est le cas chez nous et je pense chez la plupart des confrères, de pénalités en cas de rachat au bout des 4 ans. Les règles de la FFA, Fédération règles Française de Société d'Assurance, qu'on retrouve aussi au Luxembourg, même s'ils n'y adhèrent pas, avec des pénalités. Exactement. Donc voilà, donc on est bien sur un horizon moyen-long terme. Alors après, on en parlait des bonus et des bonus sur prime. C'est vrai que dans l'environnement actuel, finalement, on peut se retrouver avec des rendements de l'ordre de jusque 5% sur des fonds euros sur les 2 prochaines années. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et donc ça peut être quelque chose d'assez compétitif sur ce genre de problématiques de trésorerie. Encore une fois, sur vraiment des horizons plutôt long terme, moyen-long terme. Et après, le conseil à donner aussi, c'est vraiment, moi, quand dans mon entourage, on me demande des conseils pour les placements, alors je hors de ça, mais ma réponse numéro 1, c'est vraiment l'horizon d'investissement. Et au fur et à mesure que l'horizon se déforme, bien penser aussi à désensibiliser éventuellement son épargne. Je pense qu'un mix aussi entre les produits obligataires, que ce soit du fonds daté, du fonds short duration et du fonds euro, peut être un bon compromis. Pas oublier aussi sur les problématiques de trésorerie. Désensibiliser son épargne, pardon, j'étais en train de réagir, c'est tellement joli. C'est comme les nerfs d'une dent ou c'est quoi? Désensibiliser son épargne. Oui, c'est-à-dire la rendre surtout plus safe, plus liquide. D'accord. Et peut-être un dernier point qui est peut-être oublié, Cyril tout à l'heure sur le petit spot précédent en parlait, la possibilité de procéder à demander des avances à son assureur. Hein. C'est vrai qu'on imagine le fonds euro, on va parler des pénalités sur ces problématiques de liquidité. Et puis un point à garder en tête, le fonds euro, quelque part, n'est pas sensible au niveau de taux d'intérêt, je parlais de désensibilisation, dans le sens où le capital est garanti. Si le client veut sortir, on ne peut pas lui rendre moins que ce qu'il nous a confié. Ton mot de conclusion, Philippe? Mon mot de conclusion sera un point d'attention particulier sur 2024, puisqu'il y a beaucoup de trésoreries d'entreprises qui sont sorties des contrats de capitalisation et du fonds euro. On sait qu'ils sont investis beaucoup sur les comptes à terme. Les renouvellements de comptes à terme ne se feront probablement pas sur les mêmes taux. Et donc, on a 2 opportunités d'investissement pour les conseillers en gestion patrimoine, pour aller rechercher leurs clients sur les comptes à terme qui ont été investis en 2023. Et les entreprises ne sont pas trop attentistes, d'ailleurs, cette année, en un mot? Non? Ça va? En termes d'investissement, ouais. vous voulez dire? Non, globalement, plutôt on bien. reste dans un environnement qui reste plutôt bon. Alors, plutôt côté américain que côté européen, clairement, au niveau du différentiel de croissance. Mais voilà, on devrait avoir une année qui devrait être
qui devrait être raisonnablement positive. 5% de croissance aux États-Unis, hein, je crois. Donc c'est... Ah, pour cette année, non. Non, la croissance aux États-Unis, là, est à un niveau de 5%, ce qui effectivement est au-dessus. Vous voulez connaître le résultat du sondage, évidemment. Le voici. Quel indicateur macroéconomique guidera selon vous le plus vos choix cette année? Le début des baisses de taux directeurs, 50%, c'est très clair. La baisse de l'inflation, 25%. L'entrée en récession de certains pays développés, 13%. Et le résultat des élections dans certains pays, alors là, apparemment, pour l'instant, ça n'inquiète pas grand monde puisque c'est seulement 13%. Merci beaucoup, messieurs. à vous. On peut vous applaudir pour ce débat passionnant. Restez avec nous. Regardez, il était dans l'entrée de TF1 tout à l'heure. Il est à présent à la loge maquillage, juste à côté de nous. Il sera sur ce plateau dans quelques minutes. Cédric O, ancien secrétaire d'État à la transition numérique, mais pas que. Vous allez voir, il investit beaucoup, notamment dans l'intelligence artificielle. On va en parler avec lui.